L'ombre de la Dame de Baltimore, un crime dans la haute société. En 1871, au cœur vibrant de la haute société de Baltimore, une série de morts inexpliquées et une femme élégante à leur épicentre ont choqué les cercles les plus sélects des États-Unis. Ce qui semblait n'être au départ qu'une suite de tragédies s'est rapidement transformé en l'une des affaires criminelles les plus emblématiques de l'histoire américaine, tissant une toile complexe de poison, d'avidité et d'une lutte désespérée pour maintenir les apparences. Mais qu'est-il vraiment arrivé derrière les portes imposantes de la résidence Wharton? Elizabeth, la veuve irréprochable, était-elle une victime du destin ou une meurtrière calculatrice qui s'est cachée avec succès derrière sa réputation inébranlable? Cette histoire est bien plus qu'un simple crime. C'est une étude sur un système judiciaire défaillant, sur le pouvoir et l'influence de l'élite, et sur la lutte inlassable de la loi pour découvrir la vérité derrière un voile d'innocence qui semblait inébranlable. La chute d'une dame de la haute société de Baltimore, une analyse détaillée de l'affaire Elizabeth Wharton. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des affaires les plus intrigantes et controversées qui a fait écho dans la société américaine de la seconde moitié du 19e siècle. L'Amérique de l'âge d'or, Gilded Age, était une période de vaste fortune et de développement rapide, mais aussi d'une moralité stricte et de codes sociaux rigides, surtout dans les villes du Nord-Est comme Baltimore. Installez-vous confortablement, car nous allons faire un voyage dans le temps aux États-Unis, plus précisément dans le monde fermé de la haute société de Baltimore, où les apparences et les secrets se mélangeaient de manière fatale. Le début de la tragédie et le coup du destin Elizabeth Nugent est née dans une famille éminente et bien établie de Philadelphie. Le nom des Nugent était synonyme de pouvoir et d'influence, reconnu dans les cercles sociaux les plus exclusifs de la ville. Son père, M. Georges Nugent, était un marchand prospère et respecté, et Elizabeth était l'une des 6 filles de son second mariage. La famille, grâce à sa vaste richesse et à ses relations, a offert à Elizabeth une vie de privilège, où les attentes étaient aussi élevées que les plafonds de son élégante demeure. L'environnement dans lequel Elizabeth a grandi était défini par un ensemble de règles sociales qui régissaient chaque aspect de la vie d'une jeune dame. Son éducation n'était pas axée sur une carrière, mais sur le fait de devenir la personnification de la féminité raffinée. Elle a été formée aux arts, tels que la musique, l'étiquette, la couture et la gestion du foyer, des compétences considérées comme essentielles pour son futur rôle d'épouse et d'hôtesse de succès. Son monde était limité aux bals, aux fêtes de bienfaisance et aux dîners officiels, où la seule ambition permise était de faire un mariage avantageux. Elizabeth a rempli les attentes en épousant le major Henry Wharton, un officier respecté de l'armée des États-Unis. Le mariage a été célébré comme une combinaison parfaite de statut social et de prestige militaire. Ils ont déménagé à Baltimore, une ville en pleine croissance économique, et dans les 2 années qui ont suivi, Elizabeth a donné naissance à 2 enfants, une fille, Nellie, et un fils, Harry. Leur vie semblait être un tableau de bonheur, de prospérité et de sécurité, marqué par une position sociale enviable et une dignité silencieuse qui accompagnait une famille bien organisée dans son rang au sein de la haute société. Cependant, la tragédie a commencé à hanter la famille. En 1867, le major Wharton est mort de façon inattendue. La perte, déjà dévastatrice en elle-même, a été aggravée seulement 3 ans plus tard, en 1870, par la mort de son unique fils, Harry Wharton, qui suivait les traces de son père en tant qu'officier de l'armée. Le major et son fils avaient tous 2 souscrit des polices d'assurance vie substantielles, et après leur mort, Elizabeth a reçu des paiements considérables. Désormais jeune veuve avec des fonds importants, elle a surpris tout le monde en réussissant à maintenir une grande et élégante maison à Hamilton Place, où elle vivait avec sa fille Nellie et 2 servantes. Une série de coïncidences malheureuses. De l'extérieur, la vie d'Elizabeth semblait sécurisée, et avec son comportement gracieux et son talent naturel pour l'hospitalité, elle a continué à occuper une place respectée dans la société de Baltimore. Cependant, le silence qui a suivi sa série de pertes a éveillé une inquiétude dans les cercles sociaux. Bien qu'aucune suspicion formelle n'ait été soulevée, des conversations privées ont commencé à jeter une ombre sur le malheur de sa famille. Certains se sont demandé si les décès étaient, en fait, un coup cruel du destin, ou s'il y avait quelque chose de plus sinistre derrière tant de tragédies. La mort, en effet, ne semblait jamais loin du pas de la porte d'Elizabeth. Sa fille Nellie est tombée gravement malade et, à la surprise de tous, a survécu. Néanmoins, certains observateurs ont noté que les soins d'Elizabeth pour sa fille semblaient étrangement inefficaces.
La tristesse est revenue quand Edward Wharton, son beau-frère et sa fille sont également morts sous son toit. Encore une fois, Elizabeth semblait entourée d'un destin cruel. Bien que ses amis lui aient offert leurs condoléances, une question a commencé à résonner dans l'esprit de tous. N'est-ce qu'une série de malheurs ou quelque chose de plus malveillant? En raison du rang élevé d'Elizabeth dans la société de Baltimore, ses amis se sont d'abord efforcés de faire taire toute suspicion. Ils craignaient que les rumeurs ne se propagent et ne causent des dommages irréparables à sa réputation. Le modèle de décès, bien que troublant pour certains, a été expliqué comme une malheureuse série de coïncidences qui sont simplement arrivées à une famille respectable. Le code d'honneur de l'élite dictait que l'on devait protéger l'un des leurs, à moins que les preuves ne soient accablantes. Et jusque-là, les preuves n'étaient qu'anecdotiques. Le cercle de la loi, la nuit fatale à Hamilton Place. En juin 1871, Elizabeth s'est préparée pour un voyage tant attendu en Europe. Elle devait partir de New York et avait pris des dispositions pour quitter Baltimore le lundi soir. Avant son départ, elle a prévu de recevoir quelques invités chez elle à Hamilton Place. Parmi eux se trouvait le général William Scott Ketchum, un officier de l'armée à la retraite qui avait servi avec son défunt mari et qui, en plus d'être un ami de longue date de la famille, avait une raison moins sociale pour sa visite. Il avait prêté à Madame Wharton $2600 et était venu à Baltimore pour recouvrer le remboursement avant son départ. Madame Wharton était dans une situation financière précaire et le général, qui avait la preuve de la dette dans des billets à ordre dans ses poches de manteau, n'était pas prêt à la laisser voyager avec son argent. Dans la soirée du 23 juin 1871, le général Ketchum est arrivé à la résidence d'Elizabeth. La maison était animée par d'autres invités, mais la soirée a pris une tournure sombre lorsque le général est soudainement tombé malade après avoir bu une bière qui, selon Elizabeth, avait été mélangée à un tonique à base de plantes pour la digestion. Les symptômes étaient violents et dévastateurs. Nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée, caractéristiques de l'empoisonnement à l'antimoine. La condition du général Ketchum était si grave qu'il n'a pas pu quitter la maison. Le lendemain, Eugene Van Ness, un ami de confiance et conseiller financier d'Elizabeth, lui a également rendu visite. C'était un nom respectable, travaillant pour la prestigieuse firme Alexander Brown & Sons et gérant toute sa comptabilité. Van Ness était connu pour son talent à gérer ses finances compliquées et maintenait même 2 ensembles de livres de comptes, un pour les transactions formelles et un autre pour les négociations financières plus douteuses d'Elizabeth, qui dressait un tableau de dettes croissantes et de désespoir. Ce même soir-là, Van Ness est également tombé malade après avoir consommé une boisson servie par Elizabeth et a dû rester chez Madame Wharton. Des médecins ont été appelés immédiatement. Le docteur P.C. Williams a pris en charge le cas du général Ketchum, tandis que le docteur Shue s'est occupé de Monsieur Van Ness. Aucun des hommes ne semblait s'améliorer, mais il était évident que la condition du général Ketchum se détériorait d'heure en heure. Le 28 juin, seulement 5 jours après être tombé malade, le général William Scott Ketchum est mort. Preuves et arrestations. Avant de succomber, il aurait murmuré sur son lit de mort que Madame Wharton l'avait empoisonné. À l'époque, beaucoup ont rejeté la déclaration comme les délires d'un homme mourant, mais un autre décès dans la maison n'a fait qu'attiser les soupçons parmi certains membres de la société de Baltimore. La méfiance s'est intensifiée lorsque Madame Van Ness est arrivée pour s'occuper de son mari. Elle s'est sentie inquiète du punch au lait préparé par Elizabeth et, à une occasion, a décidé de le jeter secrètement, empêchant son mari d'en boire. Compte tenu de l'étrange coïncidence de 2 hommes tombant gravement malades dans la même maison dans des circonstances presque identiques, les autorités ne pouvaient de plus ignorer les préoccupations croissantes. Le corps du général Ketchum a été transporté à Washington. Le docteur Williams, qui l'avait soigné, a parlé au maréchal de police Brice, un parent du défunt. Le maréchal Brice a alors ordonné une autopsie. Le professeur William Akin a réalisé l'autopsie ainsi qu'un examen chimique. Leur découverte était accablante. L'analyse chimique a révélé la présence d'environ 15 grains de tartrate de potassium et d'antimoine, tartre émétique, une substance vénéneuse. Les enquêteurs ont rapidement retrouvé l'origine du poison avec une précision méthodique. Madame Wharton avait acheté 60 grains de tartre émétique chez un chimiste local le 21 juin, seulement 2 jours avant l'arrivée du général Ketchum. Avec l'évidence écrasante, la police a décidé de l'interroger. Cependant, elle a dit aux policiers que la substance était pour préparer un cataplasme de moutarde, afin de traiter ses propres maux. Une réponse qui a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu, surtout compte tenu de la grande quantité qu'elle a achetée
et du fait que les deux hommes ont été empoisonnés quelques jours plus tard. Les enquêteurs ont également découvert la situation financière alarmante d'Elizabeth. Les manteaux du général Ketchum, qui contenaient les billets à ordre prouvant la dette de 2600 $ d'Elizabeth, ont mystérieusement disparu, et quand ils sont réapparus, la note n'était plus là. Madame Wharton a affirmé que la dette avait été payée et la note détruite. La pression sur Elizabeth a augmenté de façon exponentielle. Le 10 juillet, le maréchal Frey est arrivé à son élégante résidence à Hamilton Place et a remis les mandats, informant Madame Wharton, sa fille Nellie et ses deux servantes que toutes étaient arrêtées sous l'accusation de meurtre. Le 15 juillet, Elizabeth a été formellement accusée du meurtre du général William Scott Ketchum et détenue. Le procès et ses conséquences. Le procès du siècle. À l'approche du procès, l'équipe juridique de Madame Wharton a réussi à faire transférer l'affaire à Annapolis, la capitale du Maryland, arguant que l'intense publicité et les potins généralisés à Baltimore l'empêchèrent de recevoir un procès équitable. Le procès a commencé le 4 décembre 1871 et a suscité un énorme intérêt public. Le tribunal était bondé de spectateurs et les journaux de tout le pays suivaient chaque développement de ce qui a été rapidement surnommé le procès du siècle. L'accusation, dirigée par le procureur Frederick Pinckney, a été confrontée au défi de prouver une affaire entièrement circonstancielle. Il n'y avait pas de témoin direct d'Elizabeth administrant le poison. Pinckney a construit son affaire méthodiquement, autour des preuves scientifiques et du modèle suspect d'événements. 89 témoins ont témoigné, la plupart d'entre eux des médecins et des chimistes, dont les témoignages seraient cruciaux pour établir la cause de la mort et la source du poison. L'accusation a soutenu que le général Ketchum était mort d'empoisonnement, citant l'analyse médico-légale du professeur Akin, qui a trouvé 20 grains de tartre émétique dans l'estomac de la victime. Ils ont présenté la preuve de l'achat du poison par Elizabeth, son motif financier pour éliminer un créancier et la disparition suspecte de documents financiers qui prouvaient ses dettes. L'équipe de la défense était dirigée par deux avocats expérimentés, Neved Steele et John H. Thomas, qui ont monté un contre-attaque sophistiqué. Ils ont fait valoir que les tests chimiques d'Akin avaient été malmenés et étaient potentiellement peu concluants. Ils ont présenté leurs propres experts médicaux, certains de renommée nationale, qui ont suggéré des explications alternatives à la mort de Ketchum, comme la méningite spinale ou des causes naturelles. Le procès, avec son intense témoignage médical, est devenu de plus en plus fastidieux et l'intérêt public a diminué au fil du temps. À un moment donné, le procès a été ajourné lorsque l'épouse d'un juré nommé Stephen Beard est décédée subitement, ce qui a exigé que le jury soit escorté à l'enterrement. La défense a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve directe qui mettait le poison dans les mains de Madame Wharton ou qui la montrait en train de l'administrer à la victime. Pourquoi, a demandé la défense, une femme avec un statut social aussi élevé risquerait-elle tout, sa réputation, sa liberté, l'avenir de sa fille, pour une seule dette de 2600 $? Serait-ce vraiment l'acte calculé d'un assassin de sang-froid ou la persécution d'une veuve innocente dont le seul crime a été de subir une série extraordinaire de malheurs? Le procès a duré 43 jours et le 24 janvier 1872, le jury est revenu avec son verdict. Le tribunal était complètement silencieux lorsque le président s'est levé et a annoncé qu'ils avaient déclaré la défendresse, Madame Elizabeth Wharton, non coupable. Le tribunal de l'opinion publique. L'acquittement a provoqué des ondes de choc dans tout le tribunal et en fait dans tout le Maryland, mais la bataille juridique d'Elizabeth n'était pas terminée. L'accusation, sans se laisser décourager, l'a rapidement accusé de tentative de meurtre sur Monsieur Eugene Van Ness et l'a libéré sous caution de 5000 $. Ce deuxième procès, cependant, a été reporté plusieurs fois et, lorsqu'il a finalement eu lieu, le jury n'a pas pu parvenir à une décision unanime. Après 3 jours de délibération, ils ont déclaré une impasse et le juge a déclaré le procès nul. En avril 1873, l'accusation a décidé de suspendre l'affaire indéfiniment, laissant Elizabeth dans les limbes juridiques. Bien qu'elle ait été déclarée non coupable, Elizabeth a découvert que le tribunal de l'opinion publique avait rendu des jugements beaucoup plus sévères et durables. La presse l'a surnommée la Borgia de Baltimore, en allusion à Lucrèce Borgia, la célèbre empoisonneuse italienne. Le surnom a persisté et avec lui est venu l'ostracisme social. Ses anciens amis, que ce soit par suspicion authentique ou par simple besoin d'autopréservation sociale, ont gardé leur distance. Les cercles de bienfaisance où elle se mouvait autrefois avec tant de grâce
lui ont maintenant fermé leurs portes de façon permanente. Sa situation financière, qui était déjà difficile avant les procès, est devenue encore plus désespérée. Les frais de justice et l'argent de l'assurance qu'elle avait reçu après les morts de son mari et de son fils, qui semblait auparavant être un coussin financier, ont été consommés par son style de vie extravagant et, plus tard, par les dépenses légales. Les dernières années d'une femme solitaire. Après les procès, la vie d'Elizabeth Wharton est devenue une histoire d'ostracisme et de déclin silencieux. Sa maison à Hamilton Place, qui était autrefois le centre de son influence sociale, a été vendue pour payer ses dettes croissantes. Elle a déménagé dans un endroit plus modeste, loin des regards curieux de la société qui l'avait rejetée. La ville qui l'idolâtrait la voyait maintenant avec répulsion. Les potins dans les salons et les commentaires acerbes dans les journaux l'ont poursuivi, et son nom est devenu synonyme de poison et de trahison. Bien que sa fille Nellie lui soit restée fidèle, la vie des deux a été marquée par cette tragédie. La jeune femme, qui avait été considérée comme une promesse de la société, a également été marginalisée et a porté le fardeau du nom Wharton. L'histoire d'Elizabeth ne s'est pas terminée par un verdict, mais par une mort sociale, lente et douloureuse. Elle a vécu ces dernières années dans l'obscurité, une ombre de la dame qu'elle avait été autrefois. L'absence de verdict final et l'impasse du second procès n'ont fait qu'alimenter le débat. Elizabeth Wharton était-elle une dame incomprise, harcelée par une tragédie authentique et victime de preuves circonstancielles et de préjugés de classe, ou était-elle une empoisonneuse calculatrice qui s'est cachée avec succès derrière des rideaux de dentelle, des sourires polis et les hypothèses protectrices de sa classe sociale? Elle a payé le prix, mais un prix qui s'est étendu bien au-delà de toute punition légale formelle. Condamnée à vivre le reste de sa vie sous un nuage de suspicion, son cas nous rappelle que derrière les portes les plus grandioses peuvent se cacher les secrets les plus choquants et que parfois, les mystères les plus convaincants sont ceux qui restent à jamais non résolus.